Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de détails sur le projet Chicken Run. Donc je vous préviens tout de suite, ça va être une vidéo un peu longue qui va être sûrement moins coupée, moins travaillée et sur laquelle en fait je vais aller beaucoup plus dans les détails techniques et historiques du projet. Donc c'est pas forcément réservé à tout le monde, mais si le projet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, c'est la bonne vidéo. Donc voilà, le projet Chicken Run, comment ça a commencé? Moi, il y a une dizaine d'années, quand je m'intéressais à la parapsychologie et que je faisais partie du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International à Paris, j'avais découvert en fait, en lisant des bouquins là-dessus, des expérimentations qui ont été faites sur les générateurs de nombres aléatoires. Et déjà à l'époque, je m'étais dit, ah, c'est trop bien, c'est super intéressant. Donc les générateurs de nombres aléatoires, hein, c'est ça, c'est ces petites. Alors ça, c'est une clé USB, mais ça peut se présenter sous d'autres formes. C'est des dispositifs électroniques qui génèrent aléatoirement des nombres et des 1 et des 0, voilà, qui permettent d'étudier en fait l'influence de l'esprit humain ou animal, comme les expériences de René Péhoc, sur la matière. Ce qu'on appelle en parapsychologie la psychokinèse. Ou là, on parle de micro-psychokinèse, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire bouger des objets, de faire léviter des objets ou de tordre des petites cuillères. Il s'agit en fait d'influer sur les phénomènes en fait quantiques qui se passent au sein de la matière pour générer plus ou moins de 1 ou de 0. Donc c'est des études qui m'ont voilà, tout de suite parlé parce que voilà, ça mêle la technique, l'informatique, moi je suis informaticien à la base, et des études parapsychologiques. À l'époque, on m'avait dit que ça coûtait très cher ce genre de dispositif, donc j'en étais resté là, je m'étais dit bon bah c'est pas grave, voilà, j'ai pas forcément plus cherché à faire de la recherche là-dessus, de toute façon, donc c'était juste un intérêt comme ça. Puis, il y a quelques années, il y a environ 5 ans, je me suis rendu compte en lisant des articles techniques que en fait, tous les nouveaux processeurs Intel, donc quasiment tous les ordinateurs du marché, disposaient en fait de générateurs de nombres aléatoires au sein même des processeurs. Un transistor en fait qui sert à ça et qui sert à générer des nombres aléatoires. Donc partant de ça, je me suis dit, ah, c'est super intéressant, ça veut dire que juste avec mon ordinateur, je peux créer des expériences de ce genre-là. Et j'ai étudié la question plus en détail. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut pas directement utiliser les nombres aléatoires générés par l'ordinateur comme ça, parce qu'en fait, ils passent par ce qu'on appelle une phase de débiaisage, parce qu'en fait, le, le microprocesseur qui génère les nombres le phénomène n'est pas totalement bien calibré, ce qui fait que des fois, on a plus de 1 que de 0 ou plus de 0 que de 1 de base de par la machine, et donc après ça passe par des algorithmes qui on va dire rendent plus propres entre guillemets hein, les nombres pour qu'ils soient vraiment considérés comme aléatoires, et cette phase de débiaisage aurait en fait totalement enlevé l'effet qu'on cherchait à mettre en évidence, donc c'était pas utilisable comme ça. Après, je me suis mis à rechercher justement d'autres dispositifs de ce genre pour voir si ça existait. Donc en effet, il y avait des clés comme ça à l'époque, mais qui n'étaient pas très accessibles et qui en plus, elles aussi, intégraient des phases de débiaisage qu'on ne pouvait pas, ce qu'on appelle bypasser, c'est-à-dire on ne pouvait pas ne pas passer par ces phases de débiaisage. Donc j'ai trouvé sur internet des modèles de générateurs de nombres aléatoires à faire soi-même. J'en ai fabriqué deux. Donc le premier était pas super, mais bon, ça, il avait le mérite d'exister et de fonctionner. Ça fonctionnait avec ce qu'on appelle un Arduino. C'est une sorte de microcontrôleur qu'on branche sur un ordinateur et avec lequel on peut dialoguer. Donc ça me permettait déjà de générer des nombres aléatoires. J'ai mis au point des expériences à l'époque comme ça, j'ai essayé de reproduire justement les expériences de René Péhoc en développant en fait une simulation robotique, donc une simulation du Ticoscope de René Péhoc sur ordinateur, et pour refaire ça mais sur un écran 2D quoi. Et à l'époque j'avais appelé René Péhoc, c'est la seule fois où j'ai réussi à communiquer avec lui au téléphone. Il m'avait dit oui mais sur un écran ça marche pas pareil, parce qu'il n'y a pas la même interaction qu'un objet physique. Et je pense qu'en effet sur le 2D c'est pas du tout pareil. Et bon voilà, j'avais fait des tests avec la famille, les amis.
mais j'avais pas assez de recul sur l'analyse statistique, sur toutes ces choses-là, et en plus mon générateur de nombres aléatoires n'était pas très fiable, ce qui fait qu'en fait j'ai pas utilisé les résultats. Après j'ai découvert un autre modèle de générateur de nombres aléatoires qui lui était déjà plus intéressant, et je l'ai fabriqué aussi. Et là, en fait, je l'ai fait avec un petit ordinateur qui s'appelle le Raspberry Pi, qui est ici, que vous pouvez voir là. Donc c'est un petit ordinateur qui coûte moins de 50 euros, qui est fabriqué par une fondation anglaise. C'est vraiment super bien parce qu'en fait, là, tout de suite, ça m'a donné l'idée, comme c'est un ordinateur, de brancher sur Internet et de pouvoir faire les expériences via Internet. Ce qui fait que j'avais plus besoin d'être à côté de la personne, d'amener tout mon équipement là où on faisait l'expérimentation et tout. Donc c'était beaucoup plus pratique pour moi et ça permettait à beaucoup plus de gens de participer. Alors là, en fait, je faisais tout le temps ça sur mon temps libre. Donc c'était quand même un petit peu... c'était un peu en dents de scie, quoi. Je le faisais pas tout le temps. Et un jour, bah, j'avais vraiment envie de m'y mettre. Je m'y suis mis, j'ai codé pendant 2 jours d'affilée. J'ai mis au point un site internet avec ce Raspberry Pi et mon générateur que j'avais fabriqué. Et j'ai demandé aux personnes de participer via internet. J'ai reçu, on va dire, une centaine de tests. Mais j'ai pas été confiant dans les résultats que j'avais parce que j'avais pas confiance dans mon générateur de nombres aléatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un générateur que je devais calibrer moi-même et qui souvent se déréglait, ce qui fait que j'ai remarqué ça et je me suis dit non, mais mes chiffres ne sont pas bons, ne sont pas intéressants. Donc là encore une fois, bah, finalement j'ai pas pu pousser l'analyse statistique comme j'aurais aimé. Et puis après, bah, j'ai découvert cette petite merveille là, qui s'appelle le OneRNG, qui est un générateur de nombres aléatoires qui a été créé en 2014 en Nouvelle-Zélande, il me semble, par des passionnés qui sont aussi passionnés de sécurité, parce que ça, ces petites choses, c'est surtout utilisé en sécurité informatique. Et en plus, qui ont fait tout ça en open source, en open hardware, ce qui fait qu'on a accès au design et aussi on peut hacker la machine comme on veut, ce qui fait que là, justement, cette machine, il y a des phases de débiaisage, mais on peut les activer ou pas. Et en plus, les phases de débiaisage ne font pas perdre de l'entropie. Donc c'est peut-être un peu technique, mais bon, je ne veux pas aller plus dans le détail, mais disons que les phases de débiaisage me conviennent et je peux les utiliser comme ça. Ce qui fait que là, j'ai pu augmenter vachement le débit. Là, on est à 350 kilobits par seconde, donc c'est-à-dire 350 000 fois par seconde pile ou face. Donc c'est vachement important et ça permet vraiment d'avoir un nombre important de tirages et de faire des expériences plus rapides. Là, vous allez voir l'expérience de Chicken Run, elle dure 20 ou 30 secondes parce que le débit n'est pas toujours constant. Ça dure 20 ou 30 secondes et avec ça, on récupère énormément de chiffres et on peut faire des statistiques plus intéressantes. Maintenant, techniquement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous n'êtes pas développeur, mais déjà, il faut savoir que c'est un projet entièrement open source dont les sources se trouvent sur GitHub. Vous trouverez les détails dans les commentaires, donc si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs serveurs en fait en même temps. Il y a un serveur web qui est là pour afficher la page qui est codée en Ruby si ça vous intéresse. Il y a un petit serveur sur le Raspberry Pi qui lui en fait récupère, dialogue avec le OneRNG, récupère les nombres et les envoie aux clients qui se connectent en WebSocket en fait. Donc je sais pas, c'est sûrement des termes qui vous parlent pas, donc c'est pas grave si ça vous parle pas, passez. Et il y a aussi un autre serveur qui lui est un serveur de contrôle qui, une fois qu'une expérience a été faite par une personne sur internet, hop, il y a une expérience qui est lancée, une expérience contrôle qui est lancée et qui communique avec le Raspberry et qui génère des nombres de la même manière qu'un client va le faire quand il se connecte et qui fait l'expérience. Sauf que là, il n'y a personne devant. Et l'idée, c'est de voir s'il y a une différence entre ces nombres générés par un serveur informatique ou les nombres générés quand il y a quelqu'un devant. J'ai développé aussi des outils d'interface d'administration qui me permettent en fait de gérer les générateurs nombres aléatoires. Dans l'idée, c'est d'en avoir plusieurs en même temps pour pouvoir faire plusieurs tests
ou d'avoir ceux de chez moi et à d'autres endroits. Je peux aussi accéder à tous les résultats, je peux accéder, bon, bien sûr, à la liste des utilisateurs. Enfin, j'ai développé plein de petits outils comme ça qui sont pas très très bien faits, mais qui ont le mérite d'exister et de fonctionner. Alors, si vous regardez le code et que vous êtes amateur ou professionnel du développement informatique, vous allez voir que c'est pas très cohérent tout le temps, c'est pas super bien codé. Ça a été codé à différentes époques et en plus dans des périodes où des fois moi je codais ça le soir jusqu'à 5 heures du mat, donc c'est pas la meilleure qualité possible, c'est des technologies des fois un peu vieillissantes, hein. C'est sûr que si jamais ce projet prend plus d'ampleur, il faudrait tout reprendre. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est tel quel et ça a le mérite d'exister. D'un point de vue scientifique maintenant, vraiment d'un point de vue plus scientifique sur les expériences que je fais, donc là il y a une seule expérience, hein, que j'ai appelée l'expérience de la fontaine, qui fait référence en fait à une expérience du laboratoire de Princeton pour la recherche en anomalies électroniques qui s'appelle le PEER. C'est un laboratoire qui a été créé dans les années 70, il me semble, par Robert G. Jan, qui était un ingénieur pour la NASA, qui bossait dans les propulsions des roquettes, en fait, et voilà, et qui est un chercheur, qui était un spécialiste, hein, vraiment un spécialiste renommé, et une dame qui s'appelle Brenda Doone, qui était à l'époque stagiaire, je crois, et qui a eu l'idée de justement tester si l'humain avait des influences sur des dispositifs électroniques. Et après, même des dispositifs en tout genre. Et en fait, ils en sont assez rapidement venus à faire ces tests-là sur des générateurs de nombres aléatoires. Et il y a notamment une expérience où en fait, il y a une fontaine d'eau comme ça, qui a un jet un peu aléatoire justement, et il demandait aux personnes de se concentrer pour que ce jet monte le plus haut possible. Et après, en fait, eux, ils récupéraient les nombres en fait qui étaient générés, et ils regardaient en fait s'il y avait eu plus de 1 ou plus de 0. À travers leurs différents tests, ils ont testé avec plein de machines différentes, vraiment des choses des fois pas du tout électroniques, hein, des choses très physiques avec des balles qui tombent sur des cascades, des choses comme ça. Ils ont mis en évidence le fait que statistiquement, en fait, il y a très très fortement une déviation liée à l'intention de la personne. Donc, quand la personne voulait plus de 1, il y avait vraiment plus de 1. Quand la personne voulait plus de 0, il y avait plus de 0. Et quand on demandait à la personne de ne pas essayer d'influencer, c'était pas influencé. Donc ils ont mis vraiment ça en évidence avec des statistiques très fortes, quoi. Le souci, c'est que on a l'impression que plus ils allaient loin dans ces recherches, et plus ils essayaient de les reproduire, ce qui est le but en fait de la science, c'est de faire des hypothèses, de mettre en place des expériences et de les reproduire, et moins ça marchait. Et là, ça pose vraiment une question, fondamentale sur la reproductibilité de ces expériences. Et c'est ce qui a fait que les sceptiques s'en sont pris à leurs études et qui ont dit que c'était bidon, quoi. Et je les comprends, je comprends pourquoi il y a eu pourquoi il y a eu ce point de vue. Le truc, c'est qu'à mon avis, c'est qu'en fait, on est face à un phénomène qui est beaucoup plus complexe que ça, qu'on ne comprend pas, et qu'on peut pas juste balayer d'un revers de la main de dire c'est pas reproductible, c'est pourri, comme j'ai pu le voir dans les commentaires de mes vidéos précédentes. Non, je crois pas du tout que si c'est pas reproductible, c'est pourri. Je pense qu'il y a eu des résultats très intéressants dans certaines expériences, notamment celle de René Péhoc, celle de Helmut Schmidt, j'en ai pas parlé, mais je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Donc celle du pire, il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé comme ça avec des générateurs de nombres aléatoires ou à d'autres dispositifs similaires et qui ont mis en évidence ce phénomène. Pas tout le monde, c'est vrai, vraiment il faut le dire, pas tout le monde n'a mis en évidence ce phénomène. J'ai envie de parler plus en détail du projet de John Walker, qui a été le fondateur de Autodesk. Alors je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous, qu'est-ce que c'est Autodesk? En fait, c'est une très très grosse entreprise de développement logiciel qui fait des logiciels comme AutoCAD, 3ds Max, ils ont racheté Maya, enfin ils ont vraiment la mainmise sur tout ce qui est de l'infographie 3D et 2D professionnelle en fait.
ils ont vraiment un nombre incalculable de logiciels et c'est des logiciels de très très haute qualité. Et ce John Walker là qui est par exemple selon Wikipédia peut-être l'inventeur des virus informatiques, c'est un grand informaticien. Il a travaillé en collaboration avec une université, je ne me rappelle plus laquelle, je crois une université de Cambridge, je crois, à mettre au point un dispositif très similaire à Chicken Run, en fait, qui est un dispositif où il fait des études sur l'influence de l'intention sur un générateur de nombres aléatoires qu'il a fabriqué lui-même et qui est à base d'éléments radioactifs et d'un compteur geyser, en fait, et qu'il a mis au point un site internet sur lequel on peut se connecter et on peut passer des expériences exactement comme Chicken Run et on essaye d'influer sur la génération de ces nombres. Donc ça fait des années que ça tourne, ça fait quoi, peut-être 20 ans que ça tourne encore aujourd'hui et il n'y a pas eu de mise en évidence du phénomène. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lui il va encore plus loin, il fait ce qu'on appelle de la rétropsychokinèse, c'est-à-dire qu'il génère ses nombres à l'avance. Donc par exemple, là il fait tourner son générateur et il les donne après. Donc comme il les donne pour des expériences futures. Parce qu'il y a eu des expériences qui ont mis en évidence le fait que l'influence de l'intention, elle pouvait être faite aussi sur des choses qui ont été faites dans le passé. Si tant est que personne n'a regardé les chiffres avant. C'est assez barré. Et donc lui, il y a vraiment très très peu de résultats positifs, quoi. Plutôt ça infirmerait l'hypothèse qu'il y ait une influence de quoi que ce soit sur la matière. Par contre, justement, c'est ne pas prendre en compte le fait qu'en fait, la reproductibilité de ces expériences est complexe et qu'en plus, souvent, ce qui a été mis en évidence par d'autres chercheurs, c'est ce qu'on appelle l'effet mouton-chèvre. Ce qu'on appelle les moutons, c'est les personnes qui croient, donc qui vont croire en l'existence d'un phénomène de ce type-là. Et les chèvres, c'est les personnes qui partent sceptiques. Et sur toutes les expériences qui ont été faites en parapsychologie, on a pu démontrer que quand quelqu'un croit, eh ben, ça marche mieux. Il y a plus d'effets mesurables, quoi. Et quand quelqu'un ne croit pas, l'effet n'est pas forcément là. Et moi, ce que je vous demande, si vous êtes tenté par cette expérience et tout, c'est de rester ouvert. De ne pas être sceptique dans le sens fermé à la chose et de se dire non, de toute façon, c'est pas possible, faire l'expérience comme ça et tout. Ce qu'il faut, en fait, c'est de garder un état d'esprit ouvert, de se dire pourquoi pas, c'est peut-être possible. Et voilà, faut voir. En tout cas, répondez. Ce que je vous demande, ce serait de répondre sérieusement au questionnaire. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas du tout en ça, bah, vous mettez non, j'y crois pas. Et comme ça, moi, ça me permettra de savoir, en fait, d'essayer de voir s'il y a des différences entre les résultats des personnes qui croient et les résultats des personnes qui ne croient pas. Après, il y aura peut-être aucune différence, parce que comme on a du mal à reproduire ce genre d'expérience, ben, ça se trouve, ça marchera pas, mais c'est comme ça. Je veux déjà mettre en place ça. Après, j'ai plein d'autres idées pour plein d'autres expériences. J'aimerais bien, par exemple, reproduire une expérience de Helmut Schmidt où il avait mis un chat dans une boîte. Ça fait un peu bizarre, mais il avait mis un chat dans une boîte réfrigérée et il avait mis un truc qui chauffait, une lampe qui chauffait aléatoirement. Et donc, en fait, le chat, il voulait, entre guillemets, que cette lampe chauffe. Et en fait, cette lampe chauffait beaucoup plus souvent que ce qui était prévu. Parce que, en fait, comme si l'intention du chat avait modifié ça. Et là, moi j'aimerais faire un truc un peu pareil, mais un peu à l'inverse, avec des sons qui vont gêner le chat. Et que s'il veut pas qu'ils apparaissent, ben, ils apparaîtront peut-être moins si c'est aléatoire. En tout cas, ce serait ça la question. J'aimerais bien aussi refaire ce que j'avais fait avec la simulation robotique de René Péoc. Et sans doute plein d'autres choses, donc je vous tiendrai au courant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, toujours ce projet, et puis même cette chaîne YouTube vous intéresse, donc merci de me mettre aussi en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous plaît moins. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder mes vidéos de présentation des travaux de René Péoc et aussi sur la vidéo de présentation de Chicken Run. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et mettre des petits pouces bleus. Merci beaucoup. Ciao.